Un patron a forcé son fils à épouser la humble employée pour le punir. Cependant, il est resté paralysé par ce que son fils a fait. La lumière dorée de septembre filtrait à travers les hautes fenêtres du bureau d'Antoine Renaudin, projetant des ombres accusatrices sur les meubles d'époque qui ornèrent la pièce. Assis derrière son imposant bureau en acajou, l'homme de 60 ans contemplait les relevés bancaires étalés devant lui avec une expression qui aurait glacé le sang de n'importe qui. Ses cheveux gris parfaitement coiffés encadraient un visage aux traits sévères, sculpté par des décennies de pouvoir absolu et de décisions impitoyables. Antoine Renaudin n'était pas homme à tolérer l'incompétence, encore moins la trahison, et ce qu'il découvrait dans ces documents dépassait largement les deux. 500 000 €, les mots sortirent de sa bouche comme un crachat venimeux. En une seule nuit, le silence de la bibliothèque était si profond qu'on aurait pu entendre voler une mouche. Seul le tic-tac régulier de l'horloge comtoise marquait les secondes qui s'écoulaient, chacune d'elles alimentant la colère grandissante du patriarche. Les pas précipités dans le couloir de marbre annoncèrent l'arrivée de Romain, avant même qu'il ne pousse la porte. À 28 ans, l'héritier de l'Empire Renaudin avait cette beauté désinvolte propre aux hommes qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Ses cheveux bruns et bourriffés et sa chemise froissée témoignaient d'une nuit qui avait dû être longue et mouvementée. « Papa, tu m'as fait appeler !» La voix de Romain trahissait une nervosité qu'il tentait maladroitement de dissimuler. Antoine leva lentement les yeux vers son fils unique, et le regard qu'il lui lança aurait pu faire fondre de l'acier. « Assieds-toi !» Ce n'était pas une demande. Romain s'exécuta. Se laissant tomber dans le fauteuil de cuir face au bureau, il évitait soigneusement de croiser le regard de son père, préférant fixer ses mains qui tremblèrent légèrement. « Est-ce que tu sais pourquoi tu es ici ?» La voix d'Antoine était d'un calme terrifiant, comme l'œil d'un cyclone. « Non, pas vraiment, pas vraiment. » Antoine répéta les mots en les savourant, comme s'il goûtait un vin particulièrement amer. Il saisit l'un des relevés et le brandit devant lui. « Casino de Monte-Carlo, hier soir, 23h45. » Le teint de Romain vira au blanc crayeux. « Tu veux que je continue ?» Antoine ne laissa pas le temps à son fils de répondre. Baccarat, poker, roulette, et pour finir en beauté, cette petite soirée privée dans les salons haut de gamme. Il jeta violemment les papiers sur le bureau. 500 000 €, Romain. 500 000 € de notre argent, parti en fumée en l'espace de quelques heures. « Papa, je peux tout expliquer. » « Expliquer. » La voix d'Antoine monta dangereusement. « Tu vas m'expliquer comment tu as pu dilapider en une nuit ce que certaines familles ne voient pas en 10 ans. Tu vas m'expliquer comment mon propre fils a pu me trahir à ce point. » Romain se recroquevilla dans son fauteuil. « Ce n'était pas censé se passer comme ça, j'avais un système. Je pensais pouvoir récupérer les pertes précédentes. » Les pertes précédentes. Antoine se leva d'un bond, faisant trembler tout ce qui se trouvait sur le bureau. Il y a eu d'autres fois. Le silence de Romain valait tous les aveux. « Sors !» La voix d'Antoine était redevenue glaciale. « Sors d'ici avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. » Mais au lieu de partir, Romain resta figé, comme paralysé par la peur et la honte. « J'ai dit sors !» Cette fois, Romain bondit de son siège et se précipita vers la porte. Mais la voix de son père l'arrêta net sur le seuil. « Romain !» Le prénom résonna comme une sentence. « Tu crois vraiment que tu vas t'en tirer comme ça ? Que tu vas continuer à vivre dans le luxe après m'avoir craché au visage ?» L'héritier se retourna lentement, le visage décomposé. « Tu veux jouer les hommes ? Très bien. Il est temps que tu apprennes ce que ça coûte d'être un homme. » Antoine contourna son bureau et s'approcha de son fils avec la démarche d'un prédateur. « Tu vas te marier ? Me marier ?» Romain écarquilla les yeux. « Mais papa, je ne sors avec personne en ce moment. »« Oh, mais moi j'ai déjà trouvé ta future épouse. » Un sourire cruel étira les lèvres d'Antoine. « Elle travaillait ici même, dans cette maison. » L'incompréhension se peignit sur le visage de Romain. « Une de nos employées de maison, la plus humble, la plus insignifiante. Tu épouseras une domestique, mon fils, devant toute la bonne société lyonnaise. » Antoine savoura chaque mot. « Et tu vivras avec elle jusqu'à ce que tu aies remboursé jusqu'au dernier centime de ta dette. Tu ne peux pas être sérieux. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? À cet instant précis, on frappa discrètement à la porte. Antoine lança un « Entrez » sec, sans quitter son fils des yeux. La porte s'ouvrit sur une jeune femme d'une vingtaine d'années, vêtue de l'uniforme noir et blanc des employés de maison. Elle portait un plateau d'argent sur lequel trônait une tasse de café fumant.
Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon impeccable, et ses yeux verts baissés avec la déférence convenue. « Excusez-moi, monsieur Renaudin, votre café de 16 heures. » Sa voix était douce, presque murmurée, avec cet accent du sud qui chantait légèrement. Elle déposa le plateau sur une table basse et s'apprêta à repartir. « Attendez !» La voix d'Antoine stoppa net la jeune femme. « Comment vous appelez-vous déjà ?»« Élodie Brousseau, monsieur. Élodie Brousseau. » Antoine répéta le nom en détachant chaque syllabe, comme s'il le goûtait. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 3 mois, monsieur. 3 mois. » Il se tourna vers Romain qui n'avait pas bougé, statufié par l'horreur de la situation. « Élodie, permettez-moi de vous présenter mon fils, Romain, votre futur époux. » La tasse que tenait encore Élodie se mit à trembler imperceptiblement, mais elle ne dit rien. Elle se contenta de baisser encore plus les yeux, comme si elle cherchait à disparaître dans le sol. La cérémonie aura lieu dans 15 jours. Antoine retourna s'asseoir derrière son bureau, satisfait de l'effet produit. « J'espère que vous n'avez pas de projet particulier pour les années à venir, ma chère Élodie. » Dans un coin reculé de sa mémoire, bien loin des regards et des soupçons, Élodie entendait encore la voix tremblante de Madame Odile lors de leur dernière conversation. « N'oublie jamais, ma chérie, cet homme a détruit ma vie, il a détruit notre famille, et maintenant, c'est ton tour de jouer. » Mais pour l'heure, elle se contenta de faire une révérence parfaite et de murmurer « Bien, monsieur Renaudin. » 15 jours plus tard, la cathédrale Saint-Jean de Lyon n'avait jamais été témoin d'un spectacle aussi surréaliste. Sous ces voûtes gothiques qui avaient vu passer des siècles d'histoire, se déroulait ce que tout Lyon appelait déjà le mariage de la honte. Les bancs de bois sculptés étaient remplis d'une assistance partagée entre fascination morbide et gêne profonde. Antoine Renaudin avait fait les choses en grand. Après tout, une humiliation publique n'avait de sens que si elle était vue par le plus grand nombre. Les invitations avaient été envoyées à tout ce que Lyon comptait de notable. Industriels, banquiers, politiques, aristocrates. Personne n'avait osé décliner l'invitation du patriarche de l'Empire textile, le plus puissant de la région. « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui a pris ?» murmurait Madame de Montclair à sa voisine, une comtesse aux bijoux clinquants. Forcer son fils à épouser une domestique, c'est du jamais vu. Paraît que le petit Renaudin a perdu une fortune au jeu, répondit l'autre en éventail déployé devant ses lèvres. Antoine a voulu lui donner une leçon. Au premier rang, rigide comme un piquet, Antoine observait son œuvre avec une satisfaction non dissimulée. Il portait son plus beau costume 3 pièces, ses cheveux gris impeccablement coiffés, et arborait l'expression de celui qui assiste à l'exécution d'un ennemi de longue date. L'orgue entonna la marche nuptiale, et un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée de la cathédrale. Romain apparut le premier, vacillant légèrement, son costume était impeccable. Antoine avait veillé à ce que même dans la déchéance, l'apparence soit maintenue, mais son visage racontait une toute autre histoire. Ses yeux étaient injectés de sang, témoins d'une nuit blanche arrosée de whisky. Ses mains tremblaient imperceptiblement, et il avait cette pâleur maladive de celui qui vient de toucher le fond. « Il est complètement bourré », souffla quelqu'un dans l'assistance. Romain remonta l'allée centrale d'un pas incertain, ignorant les murmures qui s'élevaient sur son passage. Quand il atteignit l'autel, il se retourna vers l'assemblée avec un sourire amer qui glaça le sang de plus d'un invité. « Mesdames et messieurs », lança-t-il d'une voix pâteuse qui résonna sous les voûtes. « Bienvenue au cirque Renaudin. » L'orgue s'arrêta net. Le prêtre, un homme âgé aux joues rondes, lança un regard affolé vers Antoine, qui fit un geste sec de la main pour que la cérémonie continue. C'est alors qu'Élodie fit son apparition. Elle portait une robe de mariée simple mais élégante, d'un blanc immaculé qui contrastait avec la noirceur de la situation. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon sophistiqué, orné de petites perles, et un voile délicat encadrait son visage. Mais ce qui frappa le plus l'assemblée, ce fut sa dignité. Alors que tout le monde s'attendait à voir une jeune femme terrifiée, humiliée, brisée par les circonstances. Élodie remontait l'allée avec une grâce qui força le respect. Ses yeux verts ne fuyaient pas les regards, elle ne baissait pas la tête. Chacun de ses pas était mesuré, chacun de ses gestes empreint d'une noblesse naturelle qui déstabilisa plus d'un invité. « Elle est magnifique », murmura malgré elle Madame de Montclair. « Une vraie reine », renchérit sa voisine, oubliant momentanément le scandale de la situation.
Élodie atteignit l'autel et se plaça à côté de Romain, qui la regardait maintenant avec une expression indéchiffrable. Pour la première fois depuis l'annonce de ce mariage forcé, il semblait vraiment la voir. « Tu es belle », murmura-t-il, et pour un instant, l'amertume disparut de sa voix. Élodie lui adressa un sourire doux, presque compatissant. « Merci », répondit-elle simplement. Le prêtre, reprenant contenance, commença la cérémonie. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il récitait les formules sacrées. Conscient qu'il officiait là un mariage qui n'avait rien de saint. « Mes bien chers frères », commença-t-il, « nous sommes réunis aujourd'hui pour unir Romain Renaudin et Élodie Brousseau par les liens sacrés du mariage. » « Sacré, mon cul », l'interrompit Romain, provoquant un hoquet scandalisé dans l'assistance. Antoine se leva à demi de son banc, les mâchoires serrées, mais Élodie posa doucement sa main sur le bras de Romain. « S'il vous plaît », murmura-t-elle, juste assez fort pour qu'il l'entende. « Ne lui donnez pas cette satisfaction. » Romain la regarda, surpris par la fermeté de sa voix, dans ses yeux verts. Il lut quelque chose qu'il n'attendait pas. De la force, pas de la soumission, pas de la peur, mais une détermination tranquille qui le désarçonna. La cérémonie reprit, ponctuée par les murmures de l'assistance. Quand vint le moment des vœux, Romain fixa Élodie avec une intensité nouvelle. « Il hésita, cherchant ses mots. « Je promets de ne pas te rendre la vie plus difficile qu'elle ne l'est déjà. » Ce n'était pas exactement ce qu'attendait le prêtre, mais dans le contexte, cela sonnait presque comme une déclaration d'amour. Élodie, elle, regarda Romain droit dans les yeux et dit d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la cathédrale. « Je promets de vous accompagner sur le chemin que nous devrons parcourir ensemble, quoi qu'il nous réserve. » Ces mots étaient choisis avec soin, et certains invités les plus perspicaces y décélèrent une profondeur qui dépassait largement les circonstances. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara finalement le prêtre, visiblement soulagé d'en avoir terminé. Romain hésita, pendant un long moment qui sembla durer une éternité. Les deux jeunes gens se regardèrent. Puis, avec une douceur inattendue, il se pencha vers Élodie et déposa un baiser chaste sur ses lèvres. L'assistance applaudit mollement. Ne sachant trop comment réagir à cette mascarade, Antoine se leva et quitta son banc sans un mot, satisfait de son coup d'éclat. Les invités commencèrent à se disperser, alimentant déjà les ragots qui feraient le tour de Lyon avant la fin de la journée. Mais sur le parvis de la cathédrale, sous le soleil de septembre qui déclinait, quelque chose d'inattendu se produisit. Une vieille dame s'approcha d'Élodie. C'était Madame Fontaine, la doyenne de la bonne société lyonnaise, une femme que l'âge avait rendue immune aux conventions sociales. « Ma petite », dit-elle en prenant les mains d'Élodie dans les siennes, « j'ai vu beaucoup de mariages dans ma vie, mais je n'en ai jamais vu un où la mariée avait autant de classe que vous aujourd'hui. » Élodie sentit ses yeux s'embuer. « Merci, madame. Ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien. J'ai dans l'idée que cette histoire ne fait que commencer, et qu'Antoine Renaudin va avoir quelques surprises. » En rentrant vers la limousine qui les attendait, Romain murmura à Élodie « Je suis désolé. Pour tout ça, tu ne méritais pas d'être mêlée à cette vengeance. » Élodie ajusta son voile et lui sourit. « Qui sait, peut-être que ce mariage nous réserve des surprises à tous les deux, dans sa chambre de la maison de retraite de Villeurbanne. » Madame Odile éteignit la télévision locale qui avait diffusé des images du mariage. Elle posa une main tremblante sur la photo de sa sœur décédée. « C'est commencé, ma chérie, » murmura-t-elle. « Notre Élodie est à l'intérieur maintenant. » Les premières semaines de mariage transformèrent la demeure Renaudin en un champ de bataille silencieux, où chaque regard, chaque geste, chaque parole non prononcée constituait une arme, l'immense mansion de pierre blonde qui avait autrefois abrité 3 générations de bonheur bourgeois, résonnait maintenant d'une tension palpable qui mettait les nerfs de tout le personnel à vif. Romain avait établi ses quartiers dans l'aile ouest de la propriété, transformant l'ancienne bibliothèque de son grand-père en une sorte de bunker personnel. Il y passait ses journées affalé dans un fauteuil de cuir craquelé, une bouteille de whisky à portée de main, regardant par les hautes fenêtres les jardins à la française qu'il avait aimé enfant, quand Élodie tentait d'entrer pour faire le ménage. Il la chassait d'un geste méprisant. « Je n'ai pas besoin qu'une domestique s'occupe de moi », avait-il craché le 3e jour, alors qu'elle tentait discrètement de vider les cendriers qui débordaient, et encore moins qu'une épouse de pacotille fasse semblant de jouer les maîtresses de maison,
Élodie avait encaissé l'insulte sans broncher, se contentant de hocher la tête et de quitter la pièce. Mais une fois dans le couloir, elle avait serré les poings si fort que ses ongles s'étaient enfoncés dans ses paumes. « Patience », se murmurait-elle, répétant comme un mantra les paroles de Madame Odile. « La vengeance est un plat qui se mange froid, ma chérie, et nous avons eu 20 ans pour le préparer. Car si Romain passait ses journées à noyer son amertume dans l'alcool, Élodie, elle, ne perdait pas une minute. Chaque matin, dès l'aube, elle arpentait la demeure avec la discrétion d'une ombre, mémorisant chaque recoin, chaque habitude, chaque faille dans la routine familiale. La maison Renaudin était un labyrinthe de secrets, construite au début du XXe siècle par l'arrière-grand-père d'Antoine. Elle avait été conçue comme un écrin pour abriter les trésors d'une famille qui comptait bien durer des siècles. Passages dérobés, bibliothèque pivotante, coffre-fort dissimulé derrière des toiles de maître, tout y était pour protéger les affaires de la dynastie textile. Élodie avait rapidement identifié les points névralgiques. Le bureau d'Antoine, évidemment, avec son imposant coffre-fort fiché Bosch, dont elle avait réussi à photographier discrètement la combinaison lors d'une livraison de café. La chambre forte au sous-sol, accessible uniquement par un ascenseur privé, dont Antoine gardait jalousement la clé, et surtout, ce petit salon attenant à la salle à manger où le patriarche recevait ses visiteurs les plus délicats, c'est là qu'elle avait installé son premier dispositif d'écoute. Un minuscule appareil que Madame Odile lui avait fait parvenir dissimulé dans un bouquet de fleurs de condoléances, une attention touchante pour la pauvre petite mariée, le micro, pas plus gros qu'un bouton de manchette, se fondait parfaitement dans les motifs dorés du papier peint Empire. « Monsieur Delacroix sera là dans une demi-heure », avait annoncé la secrétaire d'Antoine lors d'un appel téléphonique qu'Élodie avait intercepté. Pour l'affaire des terrains de Guerland, Élodie connaissait ce nom, Delacroix, promoteur immobilier véreux, spécialiste des opérations douteuses. Madame Odile l'avait mentionné dans ses dossiers comme l'un des complices récurrents d'Antoine dans ses magouilles foncières. Cet après-midi-là, pendant que Romain cuivait son vin dans la bibliothèque et qu'Antoine recevait son invité, Élodie fit le grand ménage du salon adjacent. Elle astiqua chaque bibelot, épousseta chaque surface, tendant l'oreille aux bribes de conversation qui filtraient à travers la cloison. En corner, les autorisations de construire, mère de lion dans la poche, 50 000 en liquide, chaque mot était une pépite d'or pour sa mission. Elle photographia discrètement les documents oubliés sur la table basse, mémorisa les noms cités, nota les rendez-vous évoqués, mais ce fut Antoine lui-même qui lui offrit son plus beau cadeau. Un soir de la fin octobre, alors qu'elle terminait de ranger la vaisselle du dîner, elle l'entendit arriver dans la cuisine. Il portait encore son costume de la journée, mais sa cravate était desserrée et ses cheveux légèrement ébouriffés, signe chez lui d'une intense satisfaction. « Élodie », dit-il en s'appuyant contre le plan de travail en marbre. « Comment trouvez-vous votre nouvelle vie ?» La question était un piège. Elle le savait. Antoine cherchait à la faire réagir, à trouver une faille dans sa façade de soumission. « Je vous suis reconnaissante de m'avoir donné cette chance. »« Monsieur Renaudin », répondit-elle en continuant à essuyer les assiettes. « Cette chance !» Il éclata de rire. « Ma pauvre petite, vous ne comprenez donc pas. Vous n'êtes qu'un instrument, un moyen de dresser mon fils, quand il aura compris la leçon, quand il sera redevenu l'homme que je veux qu'il soit. Vous disparaîtrez de nos vies aussi vite que vous y êtes entrés. » Élodie posa délicatement l'assiette qu'elle tenait et se tourna vers lui, pour la première fois depuis des semaines. Elle planta son regard dans le sien. « Et si votre fils refusait d'apprendre cette leçon ?» Antoine haussa un sourcil. Surpris par l'audace de la question, Romain finira par comprendre. Il a beau être faible, il reste un Renaudin. Le sang ne ment pas. Il se rapprocha d'elle, tentant de l'intimider. « Mais vous, d'où venez-vous exactement ? Cette agence de placement, comment s'appelait-elle déjà ? Agence Bertrand. » Répondit Élodie sans ciller. « Rue de la République. »« Oui, c'est ça. » Antoine plissa les yeux. « Curieux, j'ai téléphoné là-bas la semaine dernière. Il semblerait qu'il n'ait aucune trace de votre dossier. » Le cœur d'Élodie s'accéléra, mais elle garda un visage impassible. Peut-être ont-ils archivé mes papiers. Je travaillais pour eux de manière occasionnelle. Peut-être. Antoine la fixa encore un moment, puis haussa les épaules. De toute façon, peu importe d'où vous venez. Ce qui compte, c'est où vous allez. Et croyez-moi, ça ne sera pas loin. Il quitta la cuisine,
laissant Élodie seule avec ses pensées tumultueuses. Cette conversation l'avait alertée. Antoine commençait à avoir des soupçons. Il fallait qu'elle accélère ses recherches. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, elle se glissa hors de ses appartements. La demeure endormie craquait doucement sous les assauts du vent d'automne. Élodie connaissait maintenant chaque latte qui grinçait, chaque porte qui claquait. Elle atteignit le bureau d'Antoine sans encombre. Grâce au code qu'elle avait mémorisé, le coffre-fort s'ouvrit dans un souffle métallique. À l'intérieur, des liasses de billets, des bijoux et surtout une chemise marquée « Confidentielle, affaire Mon Plaisir ». Élodie reconnut immédiatement ce nom. Mon Plaisir. C'était le quartier où habitait la famille de Madame Odile avant que Antoine ne les ruine. Ses mains tremblaient légèrement quand elle ouvrit le dossier. Les documents étaient là, noir sur blanc, contrats falsifiés, témoignages achetés, preuves comptables trafiquées. Tout ce qui avait permis à Antoine de s'approprier illégalement les terrains de la famille d'Odile, précipitant leur chute sociale et financière. « Enfin !» murmura-t-elle en photographiant chaque page avec le petit appareil que lui avait confié Madame Odile. Mais alors qu'elle refermait le dossier, un bruit dans le couloir la fit sursauter. Des pas, lents, hésitants, mais qui se rapprochaient indéniablement du bureau. Élodie referma précipitamment le coffre, éteignit sa lampe de poche et se glissa derrière les lourds rideaux de velours qui encadraient la fenêtre. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. La poignée tourna lentement, dissimulée derrière les rideaux de velours. Élodie retenait son souffle, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. La porte du bureau s'ouvrit avec un grincement familier, et une silhouette vacillante apparut dans l'embrasure. Romain, il titubait légèrement, une bouteille de cognac à demi vide dans une main, l'autre cherchant l'interrupteur à tâtons. Quand la lumière jaillit, Élodie put voir son visage ravagé par l'alcool et ce qui ressemblait à du désespoir. Il s'effondra dans le fauteuil de cuir derrière le bureau de son père, porta la bouteille à ses lèvres et but une longue gorgée. Puis, d'une voix pâteuse chargée d'amertume, il se mit à parler tout seul. « Alors, papa, content de ton petit spectacle ?» Il leva sa bouteille vers le portrait d'Antoine qui trônait au-dessus de la cheminée. « Ta leçon, elle marche du tonnerre. Ton fils est brisé, ta belle-fille terrifiée. Mission accomplie, non. » Élodie l'observait entre les plis du tissu, surprise par cette vulnérabilité inattendue. Ce n'était plus l'héritier arrogant qui la traitait avec mépris, mais un homme détruit, qui se parlait à lui-même dans l'obscurité de ses doutes. « Tu sais ce que le plus drôle ?» continua Romain en fixant le vide. « Je commençais à penser que peut-être qu'elle n'était pas comme les autres, qu'elle avait quelque chose de vrai. » Il ricana amèrement. « Mais c'est juste une pauvre fille que tu terrorises pour me terroriser moi. » Il se leva brusquement, manqua de tomber, et se dirigea vers la fenêtre. Exactement là où se cachait Élodie, elle ferma les yeux, certaine d'être découverte. Mais Romain s'arrêta à quelques centimètres d'elle, le front contre la vitre froide. « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» murmura-t-il. « 28 ans, et je ne suis bon qu'à dilapider l'argent de papa et à boire pour oublier que je suis une merde. » Et quelque chose dans sa voix, une détresse si profonde, si authentique, fit trembler Élodie. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne voyait plus en lui l'ennemi par extension, le fils du bourreau de sa famille adoptive, mais simplement un homme qui souffrait. Romain finit par quitter le bureau. Emportant sa bouteille et ses démons, Élodie attendit de longues minutes avant de sortir de sa cachette, bouleversée par ce qu'elle venait d'entendre. Elle regagna ses appartements discrètement, mais le sommeil ne vint pas. Les paroles de Romain résonnaient dans sa tête, remettant en question des certitudes qu'elle portait depuis l'enfance. 3 jours plus tard, tout bascula. C'était un jeudi soir pluvieux de novembre. Antoine était parti pour Marseille négocier un contrat avec des armateurs et ne devait revenir que le lendemain. Élodie venait de terminer son service et se préparait à rejoindre sa chambre quand elle entendit du raffut dans la cour d'honneur. Depuis sa fenêtre, elle vit une voiture noire aux vitres fumées démarrer dans un crissement de pneus, et là, sur les pavés luisants de pluie, une forme recroquevillée gisait près de la fontaine centrale. Romain, sans réfléchir, Élodie se précipita dehors. Il était conscient mais mal en point, le visage tuméfié, la chemise déchirée, du sang coulant d'une arcade sourcilière ouverte. « Monsieur Romain », elle s'agenouilla près de lui. Que s'est-il passé ? Il la regarda avec des yeux embués de douleur et de honte. Les créanciers de Monte-Carlo.
Ils en avaient marre d'attendre. « Il faut appeler un médecin. »« Non !» Il agrippa son poignet avec une force surprenante. « Pas de médecin. Papa ne doit pas savoir. Pas maintenant. » Élodie hésita. C'était le moment parfait pour le laisser là, pour appeler Antoine et aggraver encore la situation de Romain. Cela servirait ses plans de vengeance. Mais en voyant ce visage défait, cette vulnérabilité absolue, quelque chose en elle flancha. « Pouvez-vous marcher ?» Avec son aide, Romain parvint à se relever et à regagner la maison en claudiquant. Élodie l'installa dans sa chambre. Ils n'avaient jamais partagé le même lit, leur mariage n'étant qu'une façade. Et alla chercher la trousse de premier secours. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-il tandis qu'elle nettoyait délicatement ses plaies. « Vous pourriez me laisser crever et vous en sortir peut-être mieux. » Élodie ne répondit pas immédiatement, concentrée sur les soins, mais quand elle croisa son regard, elle dit simplement « Parce que c'est ce qu'on fait quand on est humain. » Les jours suivants furent étranges. Romain, officiellement grippé, ne quittait pas ses appartements. Élodie lui apportait ses repas, changeait ses pansements, et peu à peu, ils se mirent à parler. « Vous savez, » dit-il un après-midi en la regardant rebander sa main blessée, « je n'ai jamais remercié quelqu'un pour avoir pris soin de moi. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans, et depuis, personne ne... » Il ne termina pas sa phrase. Mais Élodie comprit, derrière l'arrogance de l'héritier se cachait un enfant qui avait grandi sans tendresse, sous la férule d'un père dur et exigeant. Comment était-elle ? Votre mère ? Le visage de Romain s'illumina pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Douce, drôle, elle riait tout le temps, même quand papa était de mauvaise humeur. Elle disait que l'amour, c'était plus fort que la colère. Elle avait raison. Vous croyez ? Il la fixa intensément. Vous croyez qu'on peut réparer ce qui est cassé ? Élodie sentit sa gorge se serrer. Ça dépend de ce qui est cassé et de la volonté qu'on a de le réparer. C'est cette nuit-là que Romain fit ses aveux les plus terribles. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé de sa chambre, un plateau de tisane entre eux, quand il se mit à parler d'une voix presque inaudible. « J'ai essayé de me tuer 3 fois. » Élodie faillit lâcher sa tasse. La première fois, j'avais 16 ans. Papa venait de m'humilier devant tous ses associés parce que j'avais eu de mauvaises notes. J'ai avalé tous les somnifères de l'armoire à pharmacie. C'est la gouvernante qui m'a trouvée. Il parlait comme s'il récitait une liste de courses, mais Élodie voyait ses mains trembler. La deuxième fois, à 22 ans, j'avais essayé de dire à papa que je ne voulais pas reprendre l'entreprise, que je rêvais de devenir enseignant. Il m'a ri au nez. J'ai voulu me jeter de la tour de Fourvière. Un flic m'en a empêché. Et la troisième. L'année dernière, quand j'ai compris que je ne serais jamais l'homme qu'il voulait que je sois, que je n'étais bon qu'à le décevoir, il releva les yeux vers elle. « Vous savez ce qui m'a arrêté ?» Élodie secoua la tête. Incapable de parler. Un gosse dans la rue. Il pleurait parce qu'il avait perdu sa mère au supermarché. Je l'ai aidé à la retrouver. Et quand elle m'a remercié, quand le petit m'a souri, j'ai réalisé que c'était la première fois de ma vie que je servais à quelque chose. Il marqua une pause, puis ajouta presque dans un souffle. C'est pour ça que je donne de l'argent aux orphelinats, en secret, pour me dire que peut-être, quelque part, je sers encore à quelque chose. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme qu'elle était venue détruire, cet homme qu'elle avait appris à haïr avant même de le connaître, était en train de lui révéler une âme torturée mais fondamentalement bonne. « Romain », murmura-t-elle, « vous valez bien plus que ce que votre père vous fait croire. » Il la regarda avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Comment vous faites pour rester si forte, si digne, malgré tout ce qu'il nous fait subir ?» Élodie eut envie de tout lui dire. L'entraînement de Madame Odile, la mission de vengeance, les vraies raisons de sa présence ici. Mais au lieu de ça, elle prit sa main dans la sienne. On survit comme on peut et parfois, on trouve de l'aide là où on ne l'attendait pas. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, aucun des deux ne se sentit seul. Les semaines qui suivirent à la nuit des aveux transformèrent imperceptiblement l'atmosphère de la demeure Renaudin, comme une plante qui pousse dans l'ombre avant de chercher la lumière. Quelque chose de fragile et d'inattendu prenait racine entre Élodie et Romain. Leur conversation nocturne était devenue un rituel. Après le coucher d'Antoine, quand la grande maison sombrait dans le silence, ils se retrouvaient dans le petit salon attenant à la chambre de Romain. Officiellement, Élodie venait vérifier que ses blessures guérissaient bien, officieusement.
Ils découvraient qu'ils avaient encore bien plus en commun qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. « Vous avez déjà rêvé d'autre chose ?» demanda Romain, un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber sur Lyon. « D'une vie différente, loin de tout ça. » Élodie, occupée à changer le pansement de sa main qui cicatrisait, hésita. Comment lui expliquer que toute sa vie n'avait été qu'un long rêve de vengeance, que chaque jour depuis ses 15 ans avait été orchestré pour aboutir à ce moment précis? Tout le monde rêve d'autre chose parfois, finit-elle par répondre. Et vous? Moi. Il eut un rire amer. J'ai toujours voulu enseigner. L'histoire, vous voyez, raconter aux gamins comment les civilisations naissent et meurent, comment les hommes répètent les mêmes erreurs siècle après siècle. Il la regarda intensément. Vous trouvez ça ridicule? Au contraire. Élodie termina son bandage et s'assit à côté de lui. C'est beau de vouloir transmettre quelque chose. De laisser une trace positive? Positive. Romain secoua la tête. Vous savez ce que je transmets pour l'instant? Les dettes de jeu et la honte familiale? Quel héritage? Ce n'est pas fini, Romain. Vous pouvez encore changer les choses. Il la regarda avec une expression qui la troubla. Vous avez cette façon de dire mon prénom, comme si j'étais quelqu'un de bien. Peut-être que vous l'êtes, tout simplement. Cette nuit-là, Élodie retourna dans sa chambre avec le cœur en bataille. Chaque jour qui passait rendait sa mission plus difficile. Comment pourrait-elle détruire un homme qui commençait à lui révéler sa vraie nature? Comment trahir cette confiance naissante? Mais les preuves s'accumulaient contre Antoine, grâce à ses explorations nocturnes et à ses dispositifs d'écoute. Élodie avait maintenant un dossier accablant: corruption, chantage, destruction de concurrents par des moyens illégaux, tout ce qu'il fallait pour ruiner l'empire Renaudin et venger la famille d'Odile. Le problème, c'est que ruiner Antoine signifiait aussi ruiner Romain. « Tu es en train de t'attacher, ma chérie. » La voix de Madame Odile résonnait dans sa tête comme un avertissement. « N'oublie jamais pourquoi tu es là. Cette famille a détruit la nôtre, tous autant qu'ils sont. » Mais Romain n'était qu'un enfant quand Antoine avait ruiné la famille d'Odile. Il était innocent des crimes de son père. Cette évidence s'imposait à Élodie chaque jour davantage. Un soir de la mi-décembre, alors qu'Antoine était encore absent pour ses affaires, Romain l'invita à dîner dans la petite salle à manger privée. Il avait fait dresser une table intime, éclairée aux chandelles, loin de l'apparat habituel de la demeure. « Je voulais vous remercier, » dit-il en servant le vin. « Pour tout, ces dernières semaines, c'est la première fois depuis des années que je me sens vivant. » Élodie sentit sa gorge se serrer. « Romain ? Non, laissez-moi finir. » Il posa sa main sur la sienne. « Je sais que ce mariage n'était qu'une punition pour nous deux, mais peut-être qu'on peut en faire quelque chose de bien. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je commence à... » Il chercha ses mots. « À avoir des sentiments pour vous, vrais, pas par dépit ou par solitude, mais parce que vous êtes extraordinaire. » Le cœur d'Élodie se mit à battre la chamade. C'était exactement ce qu'elle n'avait pas le droit de ressentir, ce qui rendrait sa mission impossible. « Romain, vous ne me connaissez pas vraiment, alors apprenez-moi. » Il se pencha vers elle. « Parlez-moi de votre famille, de votre enfance, de vos rêves. Je veux tout savoir. » Comment lui dire que son enfance avait été un entraînement militaire à la vengeance, que sa famille adoptive l'avait élevée comme une arme vivante contre les siens? Ma famille. Elle hésita. Ma famille est morte. C'était vrai, en un sens. Ses vrais parents étaient décédés dans un accident quand elle avait 6 ans. Seule la sœur de Madame Odile, la tante biologique d'Élodie, avait survécu assez longtemps pour confier la petite à celle qui deviendrait sa mère de cœur. « Je suis désolée. » Romain serra sa main plus fort. « Vous étiez seule. »« Non, quelqu'un m'a recueillie, élevée, m'a donné un but dans la vie. Cette personne, elle vit encore ?» Élodie hocha la tête, incapable de mentir davantage. « J'aimerais la rencontrer un jour, remercier celle qui a fait de vous la femme que vous êtes. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Rencontrer Madame Odile, la femme qui avait consacré sa vie à haïr la famille Renaudin, celle qui avait façonné Élodie pour être l'instrument de sa vengeance. « Ce ne sera pas possible, » murmura-t-elle. « Pourquoi ? Parce qu'elle ne comprendrait pas ce qui se passe entre nous. » Romain la regarda intensément. « Et qu'est-ce qui se passe entre nous, Élodie ?» Le prénom dans sa bouche était comme une caresse. Élodie ferma les yeux, submergée par des émotions qu'elle n'avait pas le droit de ressentir. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle dans un souffle. C'est alors que Romain se leva.
contourna la table et s'agenouilla devant elle. « Moi, je sais. » Il prit son visage entre ses mains. « Je tombe amoureux de vous, vraiment amoureux, pour la première fois de ma vie. » Et avant qu'elle puisse protester, il l'embrassa. Ce baiser fut un tremblement de terre dans l'univers soigneusement orchestré d'Élodie. Toutes ses certitudes, tous ses plans, toute sa détermination s'effritèrent en quelques secondes, car elle lui rendit son baiser avec une passion qui venait du plus profond d'elle-même. Quand ils se séparèrent, les yeux dans les yeux, Romain murmura « Dites-moi que vous ressentez la même chose. » Élodie aurait dû mentir, aurait dû repousser ses sentiments qui compromettaient sa mission. Mais face à ce regard plein d'espoir et d'amour naissant, elle ne put que hocher la tête. « Oui, avoua-t-elle, moi aussi. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils dormirent dans le même lit, pas par obligation ou par calcul, mais par choix, blottis contre Romain qui caressait doucement ses cheveux. Élodie contemplait le plafond, en essayant de démêler les chevaux de ses émotions. Quelque part dans Villeurbanne, Madame Odile consultait les dernières photos qu'Élodie lui avait envoyées, des documents compromettants, des preuves accablantes contre Antoine, tout ce qu'elle attendait depuis 20 ans. Mais elle ne pouvait pas voir le visage de sa protégée en cet instant. Ce visage ravagé par le doute et l'amour interdit, car Élodie venait de réaliser une vérité terrible. Elle était tombée amoureuse de l'homme qu'elle était censée détruire, et cette découverte changeait absolument tout. Au petit matin, quand Romain se réveilla, il trouva une note sur l'oreiller. « J'ai des choses à régler, mais quoi qu'il arrive, sachez que cette nuit était vraie. » Et Élodie était déjà en route pour Villeurbanne. Il était temps de parler à Madame Odile, temps de choisir entre la vengeance d'une vie et l'amour d'une nuit, le choix le plus difficile de son existence. Le voyage de retour d'Antoine de Marseille fut un calvaire pour Élodie. Assise dans le petit train régional qui la ramenait de Villeurbanne, elle revivait en boucle la conversation qu'elle venait d'avoir avec Madame Odile. Les mots de sa mère adoptive résonnaient encore dans sa tête comme des coups de marteau. « Tu t'es laissée attendrir, ma chérie. Exactement ce que je craignais. » Le regard de la vieille dame s'était durci. « Cet homme est le fils d'Antoine Renaudin. Le sang qui coule dans ses veines est le même que celui qui a détruit notre famille. Mais Romain n'est pas son père. Il était encore enfant quand... L'enfant devient l'homme, Élodie, et l'homme hérite des crimes du père, qu'il le veuille ou non. » Madame Odile avait saisi les mains tremblantes de sa protégée. « Tu as les preuves maintenant. Tout ce qu'il faut pour détruire Antoine, c'est le moment d'agir. Et si je refuse ?» Le silence qui avait suivi cette question hantait encore Élodie. Car dans les yeux de celle qui l'avait élevée, elle avait vu quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu. De la déception, pire, de la trahison. Quand elle poussa la grille de la propriété Renaudin, le soleil déclinait déjà. Les fenêtres de la demeure étaient illuminées, signe qu'Antoine était rentré plus tôt que prévu. Son cœur se serra quand elle aperçut Romain qui l'attendait sur le perron. L'inquiétude marquée sur le visage. « Élodie ?» Il descendit les marches 4 à 4 pour la rejoindre. « Où étiez-vous ? J'étais mort d'angoisse. »« J'avais des courses à faire en ville. » Il la serra contre lui. Et elle respira son parfum rassurant, tentant de graver ce moment dans sa mémoire. Car bientôt, très bientôt, tout cela ne serait plus qu'un souvenir. « Papa est rentré », murmura Romain à son oreille. « Il vous cherche. » Il avait l'air bizarre. Le sang d'Élodie ne fit qu'un tour. Bizarre comment ? Je ne sais pas. Méfiant. Il m'a posé des questions sur vous, sur vos habitudes, sur les endroits où vous allez. Romain la regarda dans les yeux. « Élodie, il y a quelque chose que vous ne me dites pas. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la voix tonnante d'Antoine retentit depuis le hall d'entrée. « Romain, ramène ta femme ici, immédiatement. » Ils échangèrent un regard inquiet avant de gravir les marches. Antoine les attendait dans le grand salon, debout près de la cheminée, encore vêtu de son manteau de voyage. Son visage était plus sombre que jamais. « Asseyez-vous tous les deux. » Ils obéirent. Romain prenant instinctivement la main d'Élodie, ce geste n'échappa pas à Antoine, qui plissa les yeux. « Alors comme ça, on fait dans les démonstrations d'affection maintenant ?» Sa voix suintait le sarcasme. « C'est touchant, vraiment. »« Papa, tais-toi. » Antoine se tourna vers Élodie. « J'ai passé quelques coups de fil depuis Marseille. Des vérifications que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Élodie sentit son sang se glacer, mais garda un visage impassible. « Cette fameuse agence Bertrand, où vous avez prétendument travaillé,
Elle a fermé il y a 6 mois. Liquidation judiciaire. Antoine s'approcha d'eux comme un prédateur. Curieux pour quelqu'un qui était censé y travailler il y a 3 mois. Non, peut-être y a-t-il eu confusion dans les dates, tenta Élodie. Confusion. Antoine éclata d'un rire mauvais. Et cette adresse que vous avez donnée sur votre CV, un terrain vague depuis 2010, et ce numéro de téléphone de votre précédent employeur, celui d'un fleuriste de Belleville qui n'a jamais entendu parler de vous? Romain regardait alternativement son père et Élodie, la confusion se peignant sur son visage. « Qu'est-ce que tu insinues, papa ?»« J'insinue que ta chère épouse nous a menti. Surtout. » Antoine s'arrêta devant Élodie, la dominant de toute sa hauteur. « La question est, pourquoi ?» Élodie leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des mois, elle ne baissa pas le regard. Peut-être parce que tout le monde a le droit à une seconde chance. Une seconde chance. Antoine ricana. Ou peut-être parce que quelqu'un vous envoie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Romain se tourna vers Élodie, cherchant dans ses yeux une explication, un démenti, mais elle ne dit rien. Élodie. La voix de Romain était à peine audible. Ce n'est pas vrai. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Elle aurait voulu le rassurer, lui mentir encore, protéger ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais les mots ne venaient pas. Mon Dieu! Romain se leva d'un bond. Depuis le début, tout était faux depuis le début. Non, Élodie bondit à son tour. Pas tout. Ce qui s'est passé entre nous, c'était vrai. Ah, Antoine frappa dans ses mains. Voilà enfin un peu de vérité. Alors, ma chère Élodie, qui vous envoie? Qui a eu cette brillante idée de placer une espionne dans ma maison? Élodie le regarda droit dans les yeux. Dans ce regard, Antoine lut quelque chose qui le fit frémir. Une détermination froide, implacable, la même qu'il avait vue chez ses pires ennemis en affaires. « Vous voulez savoir qui m'envoie ?» Elle se redressa de toute sa hauteur. « Quelqu'un dont vous avez détruit la vie. Quelqu'un qui n'a jamais oublié. Qui ?» La voix d'Antoine n'était plus qu'un murmure. « Odile Moreau. » Le nom tomba comme une sentence. Antoine devint livide, comme s'il venait de voir un fantôme. « C'est impossible, » balbutia-t-il. « Odile Moreau est morte, je me suis renseigné. Cancer du poumon, il y a 10 ans. Détrompez-vous. » Élodie savoura chaque mot. Elle vit toujours, dans une petite maison de retraite à Villeurbanne, et elle a eu 20 ans pour préparer sa vengeance. Romain regardait la scène sans comprendre. Passant de l'un à l'autre comme un spectateur d'un match de tennis particulièrement violent. « Qu'est-ce que vous racontez? Qui est cette Odile Moreau? Une journaliste ?» répondit Élodie sans quitter Antoine des yeux. « Une très bonne journaliste qui enquêtait sur les magouilles de votre père dans les années 90, jusqu'à ce qu'il la fasse chanter, détruise sa carrière, ruine sa famille. Papa ?» Romain se tourna vers son père. « C'est vrai. » Antoine ne répondit pas. Il fixait Élodie avec une fascination horrifiée. « Et vous? Vous êtes qui? Sa fille? Sa nièce? Adoptée après que vos actions aient indirectement causé la mort de ma tante? La sœur d'Odile. » Romain s'effondra dans un fauteuil. « Alors tout était faux. Notre mariage, vos sentiments, tout. » « Non. » Élodie se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Au début, oui, j'étais là pour me venger. Mais ensuite, ce qui s'est passé entre nous, c'était réel. Je vous aime. Romain, vous m'aimez. » Il éclata d'un rire hystérique. « Vous m'aimez, et vous préparez ma destruction en même temps. Je ne veux pas vous détruire, c'est lui. » Elle pointa Antoine du doigt. « Lui seul. Moi, c'est pareil. » Romain se leva, tremblant de rage et de douleur. « Je suis son fils. Son sang coule dans mes veines. Si vous le détruisez, vous me détruisez. » Antoine, qui avait suivi l'échange en silence, sourit soudain, un sourire cruel, satisfait. « Eh bien, Élodie Brousseau, si c'est vraiment votre nom, vous voilà bien embêté. » Il s'assit dans son fauteuil, redevenu maître de la situation. 20 ans de préparation pour en arriver à tomber amoureuse de votre cible, je dois dire que c'est assez savoureux. « Fermez-la », explosa Romain. « Vous êtes content, vous avez réussi, vous avez détruit le seul bonheur que j'ai jamais eu. » « Moi ?» Antoine leva un sourcil. « C'est elle qui vous a menti. Mon fils, pas moi. » Romain regarda Élodie une dernière fois, et dans ce regard, elle lut tout l'amour qu'ils avaient partagé, et toute la déception qui le remplaçait maintenant. « Je ne peux plus... » Il secoua la tête.
« Je ne peux plus vous regarder ». Il quitta la pièce, les laissant seuls. Antoine et Élodie, face à face comme deux ennemis qui se connaissent enfin. Alors, Antoine se pencha vers elle. « Qu'allez-vous faire maintenant? Vous avez perdu votre couverture. Perdu mon fils. Que vous reste-t-il » Élodie le regarda avec une haine pure qui le fit tressaillir. « Il me reste la vérité et les preuves de tous vos crimes. » « Quelles preuves? Celles de votre coffre-fort, celles de vos conversations privées, celles que j'accumule depuis des mois. » Elle sourit à son tour. « Vous croyez vraiment que j'étais là juste pour faire le ménage ?» Cette fois, ce fut Antoine qui pâlit. Les jours qui suivirent la révélation furent les plus sombres qu'Élodie ait jamais vécus. La demeure Renaudin était devenue un champ de bataille silencieux où les regards évitèrent de se croiser et où chaque pas résonnait comme une condamnation. Romain avait disparu, pas physiquement, il était toujours là. Et, dans sa bibliothèque transformée en refuge, dans les couloirs qu'il arpentait la nuit comme un fantôme. Mais émotionnellement, il s'était volatilisé. Quand leurs chemins se croisaient par hasard, il détournait les yeux, avec une expression de douleur si profonde qu'Élodie en avait le cœur brisé. Antoine, lui, avait retrouvé sa superbe. Il paradait dans la maison avec l'assurance de celui qui a repris le contrôle, distribuant ordres et remarques acerbes avec un plaisir non dissimulé. Mais Élodie le voyait observer, calculer, chercher l'étendue des dégâts. C'est dans cette atmosphère tendue qu'un matin de janvier, Élodie fit une découverte qui allait tout changer. Elle se réveilla avec une nausée violente qui l'envoya directement aux toilettes. Ce n'était pas la première fois depuis une semaine, mais cette fois, l'évidence la frappa comme une gifle. Les dates, les symptômes, cette fatigue inhabituelle. « Non », murmura-t-elle en se regardant dans le miroir de la salle de bain. « Pas maintenant, pas comme ça. » Mais son corps ne mentait pas. 2 heures plus tard, elle ressortait de la pharmacie du centre-ville avec un test de grossesse. Le cœur battant à tout rompre, le résultat fut immédiat et sans appel. Positif, Élodie s'effondra sur le carrelage froid de sa salle de bain, submergée par un mélange d'émotions contradictoires, joie pure à l'idée de porter l'enfant de l'homme qu'elle aimait, terreur absolue face aux implications de cette grossesse dans sa situation actuelle. Elle porta instinctivement une main à son ventre encore plat, essayant d'imaginer la vie qui grandissait en elle, l'enfant de Romain, leur enfant, conçu dans l'amour vrai, même si tout le reste était mensonge. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle à son reflet. La réponse lui vint avec une clarté surprenante. Elle allait se battre pour cet enfant, pour l'amour qu'elle portait à Romain, pour la possibilité d'un avenir différent de celui que Madame Odile avait planifié. Mais d'abord, elle devait terminer ce qu'elle avait commencé. Cette nuit-là, profitant de l'absence d'Antoine parti dîner en ville, Élodie se glissa une dernière fois dans son bureau. Elle avait maintenant accès à tout. Les codes du coffre-fort principal, les emplacements des documents les plus compromettants, les enregistrements de conversations que ses micros avaient captés. Le dossier qu'elle constitua était accablant. Corruption d'élus locaux, destruction de concurrents par des moyens illégaux, évasion fiscale, et surtout, les preuves détaillées de l'affaire Monplaisir, celle qui avait ruiné la famille d'Odile, tout y était. Les faux témoignages achetés, les expertises biaisées, les contrats modifiés après signature, de quoi envoyer Antoine en prison pour le reste de ses jours, mais en rassemblant ses preuves, Élodie tomba sur quelque chose qu'elle n'attendait pas. Un dossier marqué « Romain, surveillance privée ». Intriguée, elle l'ouvrit et découvrit des rapports de détectives privés datant des 5 dernières années. Antoine faisait espionner son propre fils. Chaque déplacement, chaque rencontre, chaque dépense était minutieusement répertorié. Mais ce qui la sidéra, ce furent les dernières pages du dossier, des photos de Romain sortant d'un orphelinat de Vaux-en-Velin, serrant la main de la directrice, d'autres le montrant dans un centre pour sans-abri, distribuant des repas. Une dernière le capturait en train de remettre une enveloppe à une femme âgée devant un HLM délabré, et à chaque photo correspondait un rapport financier. 50 000 € à l'orphelinat, 20 000 au centre d'accueil, 15 000 à la vieille dame pour payer ses soins médicaux. Romain ne mentait pas. Depuis des années, il donnait discrètement des sommes considérables à ceux qui en avaient besoin. Et Antoine le savait. Antoine savait que son fils avait bon cœur, et ça ne l'avait pas empêché de le torturer psychologiquement.
Les mains d'Élodie tremblaient en tournant les pages. Dans un rapport daté de la semaine précédente, elle lut « Le sujet a tenté de se procurer de l'argent liquide important. Estimation 100 000 € auprès de divers contacts, échecs répétés, motifs probables, projets charitables d'envergure ou tentatives de remboursement de dettes personnelles. Romain essayait de rassembler de l'argent. Pour quoi faire? Pour rembourser ses dettes de jeu et échapper à l'emprise de son père, pour financer un nouveau projet humanitaire. Élodie n'eut pas le temps de s'interroger davantage. Des pas dans le couloir l'alertèrent. Elle rangea précipitamment les documents, ferma le coffre et regagna ses appartements. Mais dans son lit, elle ne trouvait pas le sommeil, l'enfant qu'elle portait, les preuves qu'elle détenait, l'amour qu'elle ressentait pour Romain malgré tout. Comment concilier ces éléments? Le lendemain matin, elle prit une décision qui allait sceller le destin de tous. Elle frappa à la porte de la bibliothèque, où Romain s'était retranché. Pas de réponse. Elle entra quand même. Il était assis dans le fauteuil de cuir, un livre ouvert sur les genoux. Mais elle voyait bien qu'il ne lisait pas. Il leva vers elle des yeux cernés, vieillis par la douleur. « Que voulez-vous » Sa voix était froide, distante. « Vous parlez ? Nous n'avons plus rien à nous dire. Détrompez-vous. » Élodie s'approcha, le cœur battant. « J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. » Il referma son livre avec un claquement sec. « Si c'est pour me dire que vos sentiments étaient sincères, j'ai déjà entendu. Ça ne change rien au fait que tout était basé sur un mensonge. Romain. » Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Je suis enceinte. » Le livre lui échappa des mains et tomba au sol dans un bruit sourd. Il la regarda, bouche ouverte, comme s'il n'avait pas bien entendu. « Quoi ? Je suis enceinte de vous, de nous. » Il se leva d'un bond, passa une main tremblante dans ses cheveux. « C'est impossible. Enfin non, c'est possible, mais... Quand? Comment? La nuit où nous, la première fois... » Romain se mit à faire les 100 pas, visiblement bouleversé. Un enfant. Il s'arrêta net et la regarda. « Vous en êtes sûre ?» Elle hocha la tête. « Mon Dieu !» Il s'appuya contre le rebord de la fenêtre. « Un enfant qui va naître dans ce chaos, avec vous qui me détestez, moi qui ne sais plus quoi penser. Et mon père qui... » « Je ne vous déteste pas, » l'interrompit Élodie. « Je vous aime, c'est bien le problème. » « Le problème ?» Romain la regarda avec amertume. « Avoir un enfant avec quelqu'un qu'on aime, c'est un problème. Quand cette personne est censée détruire votre famille, oui. » Ils se regardèrent en silence, conscients de l'impasse dans laquelle ils se trouvaient. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura finalement Romain. Élodie prit une profonde inspiration. « Je vais révéler tout ce que je sais sur votre père, toutes ses magouilles, tous ses crimes. Je n'ai plus le choix, même si ça me détruit au passage. » « Vous ne serez pas détruit, vous serez libéré. » Romain secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Si vous détruisez l'empire familial, je n'aurai plus rien, plus d'argent, plus de nom, plus de statut. Comment pourrais-je élever un enfant? Avec de l'amour, c'est tout ce dont un enfant a besoin. » L'amour ne nourrit pas, Élodie. Elle s'approcha de lui, posa une main sur sa joue. « Alors nous trouverons autre chose, ensemble. » Pour la première fois depuis des jours, quelque chose s'adoucit dans le regard de Romain. « Vous feriez ça, recommencer à zéro avec moi, malgré tout. Pour notre enfant, je ferais n'importe quoi. » Il posa sa main sur la sienne, encore pressée contre sa joue. « Et moi pour vous deux. » Ce soir-là, Antoine rentrait plus tôt que prévu de son dîner d'affaires, en passant devant la bibliothèque. Il entendit des voix, il s'arrêta, tendit l'oreille. « Révélez tout demain matin. Plus le choix. L'enfant. L'enfant. Quel enfant ?» Antoine colla son oreille contre la porte et entendit ce qui scella définitivement le sort de la famille Renaudin. Le lendemain matin, un silence de mort planait sur la demeure Renaudin. Antoine n'avait pas fermé l'œil de la nuit, arpentant son bureau comme un fauve en cage, réfléchissant à la stratégie à adopter. Les fragments de conversation qu'il avait surpris la veille résonnaient encore dans sa tête. Révéler tout, l'enfant, plus le choix. Élodie était enceinte de son fils, et elle s'apprêtait à divulguer ses secrets les plus noirs. À 9 heures précises, il fit appeler Élodie dans son bureau. Elle entra avec cette dignité tranquille qui l'avait toujours déstabilisée.
Mais il remarqua quelque chose de différent dans son port de tête. Une détermination nouvelle, plus farouche. « Asseyez-vous », ordonna-t-il d'une voix qu'il voulait ferme. Elle resta debout. « Je préfère rester ainsi pour ce que j'ai à vous dire. » Antoine contourna son bureau, tentant de retrouver cette position dominante qui avait toujours été la sienne, mais face à cette jeune femme qui le regardait sans ciller, il se sentait étrangement vulnérable. « J'ai appris pour le bébé ?» Élodie ne broncha pas. « Je m'en doutais, vous avez l'habitude d'écouter aux portes. Dans ma propre maison, j'écoute ce que je veux. » Il éleva la voix, puis se reprit. « Un petit-fils, c'est une excellente nouvelle. Ne comptez pas sur cet enfant pour perpétuer vos crimes, monsieur Renaudin. » Antoine sourit, retrouvant un peu de sa superbe. « Mes crimes, de quoi parlez-vous exactement ?» Élodie sortit alors de son sac une chemise cartonnée qu'elle posa délicatement sur le bureau. De ça, Antoine reconnut immédiatement le dossier, celui de son coffre-fort principal. Ses mains se mirent à trembler légèrement. « Où avez-vous trouvé ça ?» « Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il contient. » Élodie ouvrit la chemise et étala méthodiquement les documents sur le bureau en acajou. Corruption du maire du Lac pour l'obtention des permis de construire du quartier Presqu'île, chantage exercé sur le juge Morillon pour obtenir un non-lieu dans l'affaire des terrains pollués, sabotage des comptes de l'entreprise textile Laurent pour la racheter à vil prix. Chaque accusation tombait comme un coup près. Antoine regardait ses secrets les plus enfouis étalés au grand jour, impuissant. Et le plus beau, Élodie saisit un dossier plus épais, l'affaire Monplaisir. Comment vous avez fait exproprier illégalement la famille Moreau? Comment vous avez falsifié les expertises? Comment vous avez acheté les témoins? Antoine devint livide. Vous n'avez aucune preuve que... Ah non. Élodie sortit un petit enregistreur numérique. Alors écoutez ça. La voix d'Antoine emplit la pièce. Claire et distincte. Delacroix. Pour l'affaire Gerland, vous savez ce qu'il faut faire. 50 000 au maire, 25 à son adjoint, et on fait disparaître les rapports d'expertise environnementale. Antoine bondit vers l'appareil pour l'arrêter. Mais Élodie fut plus rapide. Il y en a des heures comme ça. Vos conversations avec vos complices, vos instructions pour corrompre, vos ordres pour détruire. Elle le regarda droit dans les yeux. 20 ans que Madame Odile attend ce moment, 20 ans qu'elle rêve de vous voir tomber. Cette vieille folle, Antoine s'effondra dans son fauteuil. Elle ne comprend pas que c'est du business, que dans ce monde, c'est manger ou être mangé. Business, la voix d'Élodie monta dangereusement. Vous appelez ça du business. Ruiner des familles entières, condamner des gens à la misère pour votre seul profit. Et alors, Antoine retrouva soudain son agressivité. Regardez où ça m'a mené. Cette maison, cet empire, cette puissance, j'ai créé des emplois, de la richesse, sur les cadavres de vos victimes, mes victimes. Il éclata d'un rire mauvais. Parlons-en de mes victimes, cette chère Odile Moreau par exemple. Vous savez pourquoi elle enquêtait vraiment sur moi? Élodie fronça les sourcils. Déstabilisée par le changement de ton, parce que son mari avait investi toutes leurs économies dans une de mes entreprises concurrentes, quand j'ai racheté cette boîte et que j'ai viré la moitié du personnel, il s'est retrouvé au chômage. Antoine se pencha vers elle. Elle ne cherchait pas la vérité. Ma petite, elle cherchait la vengeance. Exactement comme vous maintenant. Menteur. Vérifiez donc les archives de Progrès Textile, 1995, Marcel Moreau, ingénieur, licencié économique. Il sourit cruellement. Votre chère maman adoptive vous a raconté une belle histoire, hein? La journaliste intègre qui enquête pour la justice. En réalité, c'était juste une épouse amère qui voulait me faire payer les dettes de son mari. Élodie vacilla. Cette version des faits ne correspondait pas du tout à ce que lui avait toujours raconté Madame Odile. Même si c'était vrai, finit-elle par dire, ça ne change rien à vos crimes, aux preuves que j'ai. Ah, les preuves. Antoine retrouva son calme avec une facilité déstabilisante. Parlons-en, de vos preuves, obtenues illégalement, par effraction, par violation de domicile. Vous pensez vraiment qu'elles seront recevables devant un tribunal? Le cœur d'Élodie se serra. Elle n'avait pas pensé à cet aspect légal. De plus, continua Antoine en se levant, qui vous croira? Une domestique qui s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas, qui a menti sur son identité, qui a épousé mon fils sous de faux prétextes? Vous croyez vraiment avoir la moindre crédibilité? Il y a les enregistrements, obtenus par des moyens illégaux, irrecevables. Il s'approcha d'elle,
retrouvant son assurance. Et puis, ma chère, il faut que vous compreniez une chose. J'ai passé 40 ans à construire ce réseau, juges, politiques, médias. Ils me doivent tous quelque chose. Vous pensez vraiment pouvoir lutter contre ça? Élodie sentit le découragement l'envahir. Tout ce travail, toutes ces années de préparation, pour rien, et il y a autre chose, reprit Antoine avec un sourire carnassier. Ce petit-fils que vous portez, mon héritier, vous croyez vraiment que je vais laisser l'enfant de mon sang grandir dans la misère? De quoi parlez-vous? Si vous divulguez ces racontards, je ferai en sorte que Romain soit déshérité. Complètement, il ne touchera pas un centime de ma fortune. Il se rapprocha encore. Votre enfant naîtra dans la pauvreté, sans nom, sans avenir, c'est ça que vous voulez. Élodie recula, horrifiée par la menace. Par contre, continua Antoine d'une voix doucereuse, si vous oubliez cette histoire de vengeance, si vous redevenez la bonne petite épouse soumise que vous étiez supposée être, je peux me montrer généreux, très généreux. Jamais. Réfléchissez bien, ma chère. Votre enfant ou votre vengeance, il faut choisir. Il retourna s'asseoir derrière son bureau. Je vous donne 24 heures. Élodie ramassa ses documents d'une main tremblante. Vous sous-estimez jusqu'où une mère peut aller pour protéger son enfant. Au contraire, c'est exactement là-dessus que je compte. Elle se dirigea vers la porte. Mais la voix d'Antoine l'arrêta. Élodie, une dernière chose, si par malheur ces documents venaient à être divulgués malgré tout, disons que les routes de montagne peuvent être dangereuses, surtout pour une femme enceinte. Elle se retourna, le visage livide. Vous menacez de me tuer. Je ne menace personne. Je constate simplement que les accidents arrivent, même aux gens les plus prudents. Élodie quitta le bureau en claquant la porte, laissant Antoine seul avec ses démons et sa satisfaction. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait dissimulé dans son soutien-gorge un petit enregistreur et que cette dernière conversation venait d'être intégralement captée. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, Élodie avait une arme absolue contre Antoine Renaudin. Élodie sortit du bureau d'Antoine les jambes flageolantes, le petit enregistreur encore chaud contre sa peau. Les menaces de mort qu'elle venait d'entendre résonnaient dans sa tête comme un glas. Pour la première fois depuis le début de cette mission, elle réalisait qu'elle jouait avec sa vie et celle de son enfant. Elle monta directement dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'effondra sur son lit. Ses mains tremblaient en manipulant l'appareil. L'enregistrement était parfait, les menaces, les aveux de corruption, les chantages, tout y était dans les propres mots d'Antoine. Mais elle avait 24 heures pour décider, 24 heures pour choisir entre la vengeance de Madame Odile et l'avenir de son enfant. On frappa doucement à sa porte. « Élodie, c'est moi », la voix de Romain. Elle hésita, puis alla ouvrir. Il se tenait sur le seuil, l'air préoccupé, une tasse de thé fumante dans les mains. « Je vous ai entendu monter. Vous aviez l'air bouleversé. » Il lui tendit la tasse. Tisane de verveine, pour les nerfs. Elle accepta la boisson chaude, touchée par cette attention. « Merci, ça s'est mal passé avec mon père. » Élodie but une gorgée de tisane, réfléchissant à ce qu'elle pouvait lui dire. « Il sait pour le bébé ?» Romain pâlit. « Comment ? Il nous a entendus hier soir. » Elle s'assit sur le bord du lit. « Il m'a fait du chantage. Si je révèle ses crimes, il vous déshérite complètement. » Quoi ? Romain s'assit à côté d'elle. « Il n'a pas le droit. Cet héritage, c'est aussi celui de ma mère. Il trouvera un moyen légal. Il a des avocats redoutables. » Romain passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Alors c'est fini. Vous renoncez ?» Élodie le regarda dans les yeux. « Il a aussi menacé de me tuer. De nous tuer. Vous et moi. Et le bébé. » Le visage de Romain se durcit d'un coup. Il a dit ça, mot pour mot. Les accidents de montagne. Tout y était. Fils de pute. Romain bondit sur ses pieds. Il ne peut pas. Il n'oserait jamais. Romain, votre père est capable de tout. Vous le savez mieux que personne. Il se mit à faire les 100 pas dans la petite chambre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se laisse faire. On accepte qu'il continue ses magouilles. Je ne sais pas. Élodie posa une main sur son ventre. Tout ce que je sais, c'est que cet enfant ne mérite pas de payer pour nos erreurs. Romain s'arrêta devant elle, s'agenouilla et posa ses mains de chaque côté de son visage. « Élodie, regardez-moi. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que vous décidez. Nous nous en sortirons, ensemble. » Comment ? Si votre père vous déshérite ?
Je travaillerai. Je ne sais pas faire grand-chose. Mais j'apprendrai. Il sourit tristement. Peut-être que j'enseignerai finalement l'histoire. Dans un petit collège de banlieue, on aura un petit appartement, une petite voiture, une petite vie, mais une vraie vie. Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous feriez ça? Abandonner tout ça pour moi? Pour nous? Pour notre famille? Il l'embrassa doucement. Mon père m'a tout pris depuis que je suis née. Ma confiance en moi, mon estime de soi, ma joie de vivre. Mais vous me les avez rendus. Et ça n'a pas de prix. Ils restèrent enlacés un long moment, trouvant dans cette étreinte la force de continuer. Puis Élodie se dégagea doucement. « Romain, il faut que je vous montre quelque chose. » Elle sortit le petit enregistreur de sa poche. « J'ai tout enregistré. Ses aveux, ses menaces, tout. » Romain écarquilla les yeux. « Vous avez fait ça? C'est notre assurance vie s'il nous arrive quelque chose. » Cet enregistrement sera automatiquement envoyé à la presse. Comment? J'ai tout préparé avec Madame Odile. Si je ne donne pas signe de vie toutes les 48 heures, elle transmet tout aux journaux. Élodie sourit pour la première fois depuis des heures. Votre père l'ignore, mais il vient de signer son arrêt de mort. Pas physiquement, mais socialement. Romain la regarda avec une admiration mêlée d'inquiétude. Et maintenant? Maintenant, on attend. On voit s'il bluffe ou s'il est vraiment prêt à tout. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. Le soir même, vers 22 heures, Élodie entendit des bruits de voix dans le bureau d'Antoine. Des voix d'hommes, graves, menaçantes. Elle reconnut celle de Delacroix, le promoteur véreux, et d'autres qu'elle n'identifiait pas. Silencieusement, elle se glissa hors de sa chambre et descendit à l'étage inférieur. La porte du bureau était entr'ouverte, et elle put entendre des bribes de conversation. Cette petite pute va tout faire foirer. 20 ans de business qui partent en fumée. Il faut qu'elle disparaisse. Et le fils aussi, il en sait trop maintenant. Élodie sentit son sang se glacer. Ils étaient en train de planifier leur mort. À Romain et à elle. Un accident de voiture, ça peut toujours arriver. Ou un incendie, c'est plus sûr. La maison est isolée. Personne n'entendra rien. Élodie recula lentement, mais une latte grinça sous son pied. Les voix s'arrêtèrent net. Qu'est-ce que c'était? Va voir. Des pas lourds se dirigèrent vers la porte. Élodie n'eut que le temps de se cacher derrière un pilier du grand escalier. Un homme qu'elle ne connaissait pas, au physique de brute, sortit du bureau et inspecta le hall. Il avait une cicatrice qui barrait sa joue gauche et des mains d'étrangleur. « Personne !» lança-t-il à Antoine. « Tant mieux. Bon, on fait ça cette nuit, vers 3 heures du matin, quand ils dorment. Et pour le petit naîtra orphelin. Ce sera plus simple pour l'adoption. » Élodie faillit vomir. Ils parlèrent de son enfant comme d'un objet à récupérer. Elle remonta dans sa chambre sur la pointe des pieds. Le cœur battant à tout rompre, il fallait prévenir Romain, fuir, appeler la police, faire quelque chose. Mais en poussant la porte de sa chambre, elle trouva Romain qui l'attendait, assis sur son lit, une expression étrange sur le visage. « Où étiez-vous » ? « En bas, Romain. Il faut partir tout de suite. Votre père et ses hommes, ils vont nous tuer cette nuit. » Romain la regarda longuement, puis secoua la tête. « Non, cette fois, c'est fini. »« Quoi ? Cette fois, c'est lui qui va payer. » Il se leva, et Élodie vit qu'il tenait quelque chose dans sa main. Un revolver. « Romain, où avez-vous trouvé ça ?» Dans le tiroir secret du bureau de papa, celui qu'il croit que j'ignore, il vérifia le barillet. 6 balles, largement suffisant. Vous n'allez pas... Si. Il la regarda avec une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. Il veut tuer ma femme et mon enfant. Très bien, mais d'abord, il va falloir qu'il me tue moi. Romain, non. Il y a une autre solution. L'enregistrement, les preuves. Les preuves ne serviront à rien si nous sommes morts. Il se dirigea vers la porte. Restez ici. Verrouillez la porte. Si vous entendez des coups de feu, appelez immédiatement la police. Romain. Mais il était déjà parti. Élodie se précipita à la fenêtre et le vit traverser la cour en direction du bureau, dans la lumière jaunâtre des lampadaires. Sa silhouette paraissait irréelle, comme celle d'un fantôme marchant vers son destin. Quelques minutes plus tard, elle entendit éclater la voix de Romain dans le bureau. « Papa !» Puis un cri de surprise, des bruits de lutte, et soudain, le silence, un silence assourdissant qui dura une éternité, puis Antoine cria
d'une voix étranglée. « Appelez un médecin, vite !» Élodie dévala les escaliers et se précipita vers le bureau. Ce qu'elle y découvrit la figea d'horreur. Antoine était agenouillé près de Romain, qui gisait au sol, le visage crispé de douleur, une main pressée sur sa poitrine. Le revolver était tombé à quelques mètres de lui. « Mon cœur !» murmura Romain. « Je n'arrive plus à respirer. Mon fils, Antoine, pour la première fois depuis des années, semblait sincèrement terrifié. « Mon fils, tiens bon !» Mais Romain regardait Élodie, et dans ses yeux, elle lut un message clair. « Je vous aime. Prenez soin de notre enfant. » Puis ses paupières se fermèrent, et il ne bougea plus. 6 mois plus tard, la petite chapelle de Sainte-Foy-les-Lyons baignait dans la lumière dorée de ce dimanche de juin. Loin de l'opulence ostentatoire de la cathédrale où avait eu lieu le mariage forcé, ce lieu modeste respirait la paix et l'authenticité, des murs de pierre claire, quelques vitraux simples, et cette atmosphère recueillie qui invite à la méditation. Élodie tenait dans ses bras Maëlle, sa fille de 2 mois, sa fille. Emmitouflée dans une robe de baptême en dentelle qui avait appartenu à la mère de Romain, le bébé dormait paisiblement, inconsciente de la solennité du moment. Ses petits poings fermés contre sa poitrine. « Elle lui ressemble », murmura le père Dubois, le vieux prêtre qui avait accepté de célébrer la cérémonie. Les mêmes yeux, la même expression paisible. Élodie sourit à travers ses larmes. C'était vrai. Maëlle était le portrait de son père, avec ses yeux verts hérités de sa mère et cette sérénité qui semblait innée. L'assistance était réduite mais chaleureuse, Madame Fontaine, la doyenne de Lyon qui avait défendu Élodie le jour de son mariage, était venue avec sa petite fille, quelques anciens employés de la maison Renaudin qui avaient gardé de l'affection pour Romain, et, dans un fauteuil roulant près de l'autel, Madame Odile, la vieille dame avait beaucoup changé depuis cette nuit tragique de janvier, comme si la mort d'Antoine, survenue 3 heures après l'infarctus de Romain, avait emporté avec elle sa soif de vengeance et libéré son cœur pour d'autres sentiments. « Tu as fait le bon choix, ma chérie », avait-elle dit à Élodie quelques jours après les funérailles. « La vengeance ne ressuscite pas les morts, mais l'amour peut faire naître la vie. » Le père Dubois commença la cérémonie d'une voix douce qui résonnait sous les voûtes modestes. « Mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour accueillir Maëlle Renaudin dans la communauté des chrétiens. Cet enfant est né dans la douleur, mais elle représente l'espoir. Elle est le fruit d'un amour vrai qui a su triompher des mensonges et de la haine. » Élodie ferma les yeux, revivant ces 6 mois qui avaient tout changé, après cette nuit horrible, où Antoine et Romain étaient morts à quelques heures d'intervalle, l'un d'un infarctus provoqué par la confrontation, l'autre d'une crise cardiaque due au stress et aux années d'abus psychologiques. Élodie s'était retrouvée seule face à un empire en déroute. Les révélations qu'elle avait finalement décidé de publier avaient fait l'effet d'une bombe. Les enregistrements, les documents, les preuves accumulées pendant des mois avaient provoqué le plus grand scandale financier que Lyon ait connu depuis des décennies. L'empire Renaudin s'était écroulé comme un château de cartes. Procès, saisies, faillites en cascade, tous les complices d'Antoine avaient été arrêtés, jugés, condamnés, justice avait été rendue, enfin, mais Élodie n'avait tiré aucune satisfaction de cette victoire, car elle avait tout perdu, l'homme qu'elle aimait, le père de son enfant, celui qui lui avait appris que l'amour pouvait naître même des circonstances les plus sombres. « Voulez-vous que Maëlle soit baptisée dans la foi chrétienne ?» demanda le prêtre. « Oui, je le veux », répondit Élodie d'une voix claire. « Acceptez-vous la responsabilité de l'élever dans cette foi, de lui transmettre les valeurs d'amour et de pardon qui sont au cœur de notre message ?»« Je l'accepte. » Le père Dubois prit délicatement Maëlle dans ses bras et la porta vers les fonts baptismaux. L'eau bénite coula sur le front du bébé, qui ouvrit grand les yeux sans pleurer, comme si elle comprenait l'importance du moment. « Maëlle, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Applaudissements discrets dans la petite assemblée. Madame Odile essuya une larme, émue de voir enfin cette petite fille adoptive qu'elle avait appris à aimer. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent tous dans le petit jardin attenant à la chapelle. Élodie avait préparé un buffet simple, sandwich, salade, fruits frais. Rien à voir avec les réceptions somptueuses de la demeure Renaudin. Mais l'atmosphère était infiniment plus chaleureuse. « Elle est magnifique », dit Madame Fontaine en caressant la joue de Maëlle. « Et vous, ma chère, que comptez-vous faire maintenant ?»
Élodie regarda sa fille qui gazouillait dans ses bras. « Nous partons demain. »« Où ça ? » ?»« Dans le sud. » Romain m'avait parlé d'un petit village près d'Aix-en-Provence, où sa mère avait grandi. Il rêvait d'y enseigner un jour. Elle sourit tristement. « Je vais réaliser son rêve. J'ai trouvé un poste dans l'école primaire du village. Institutrice. Ce n'est pas l'histoire qu'il voulait enseigner, mais c'est transmettre quand même. » Et financièrement, l'héritage de Romain, ce qui en reste après les saisies, pas grand-chose, mais assez pour acheter une petite maison et élever Maëlle dignement. Élodie caressa les cheveux de sa fille. Et puis, j'ai vendu l'histoire aux journaux, l'exclusivité, ça nous donnera un petit matelas de sécurité. Madame Odile s'approcha dans son fauteuil roulant. Je suis fière de toi, ma chérie. Tu as choisi l'amour plutôt que la haine. C'est Romain qui m'a appris ça. Il m'a montré qu'on pouvait être meilleur que ses parents, qu'on pouvait briser le cycle de la violence. Élodie s'agenouilla près de sa mère adoptive. Vous allez me manquer. Moi aussi je vais vous manquer. Mais c'est bien que vous partiez. Ici, il y a trop de fantômes. Là-bas, vous pourrez recommencer à zéro. Le soleil déclinait quand ils prirent tous le chemin du petit cimetière de Sainte-Foy. Élodie avait une dernière visite à faire. La tombe de Romain était simple. Une pierre grise avec son nom, ses dates, et cette épitaphe qu'Élodie avait choisie. Il a appris que l'amour était plus fort que la peur. À côté, la tombe d'Antoine était plus imposante. Mais désormais, personne ne venait jamais la fleurir. La tombe d'un homme qui était mort haï de tous, même de son propre fils. Élodie s'agenouilla devant la sépulture de Romain et déposa un bouquet de roses blanches. Puis, à la surprise de tous, elle se dirigea vers celle d'Antoine et y déposa une seule fleur blanche. « Pourquoi ?» demanda Madame Fontaine. « Parce que sans lui, sans sa cruauté, je n'aurais jamais rencontré Romain. Et Maëlle n'existerait pas. » Élodie regarda une dernière fois les deux tombes. Il a voulu nous détruire, mais il a créé quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Un amour véritable. Elle se tourna vers l'assemblée, Maëlle dans les bras, le soleil couchant derrière elle. Romain m'a dit un jour que l'amour, c'était plus fort que la colère. Sa mère le lui avait enseigné. Aujourd'hui, je transmets cette leçon à ma fille. Le mal peut créer du bien. La haine peut engendrer l'amour. Et les plus belles histoires peuvent naître des plus sombres mensonges. Elle embrassa le front de Maëlle et murmura « Ton papa t'aurait tellement aimé. Il nous regardera grandir, là-haut, et un jour, je te raconterai comment deux âmes perdues se sont trouvées dans une maison maudite, et comment elles ont transformé une vengeance en amour éternel. Le lendemain matin, une petite Citroën quittait Lyon en direction du sud. À son bord, une jeune femme et son bébé, emportant avec elle l'espoir d'une vie nouvelle. Dans le rétroviseur, la ville s'estompait peu à peu, avec ses souvenirs douloureux et ses secrets enfin révélés. Élodie avait choisi l'amour, et cet amour, plus fort que la mort, accompagnerait désormais chacun de ses pas sur la tombe abandonnée d'Antoine Renaudin. La fleur blanche témoignait que même l'homme le plus noir peut, malgré lui, être l'instrument du plus pur des amours. L'histoire était finie, mais l'amour, lui, était éternel.